BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions et nous éclairer aujourd'hui. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Et c'est une journée décisive. Israël, Gaza, l'armée israélienne qui est aux portes de Gaza, Joe Biden qui est en vol, qui s'apprête à atterrir à Tel Aviv. Et cette journée de colère à l'appel du Hezbollah, l'allié du Hamas. D'abord cette question, cette explosion qui a fait plusieurs centaines de morts dans un hôpital de la bande de Gaza. À qui est-elle due ? Je crois qu'il faudra qu'il y ait une enquête approfondie pour le savoir. Naturellement, le Hamas accuse Israël et Israël dit que c'est une fusée perdue du Hamas. Mais je vais un peu vous surprendre, d'une certaine manière, ça n'a pas beaucoup d'importance. La vérité n'a pas beaucoup d'importance, ça y est, tout le monde a déjà tranché, et donc vous avez l'opinion publique favorable à Hamas qui dit que c'est Israël, et vous n'arriverez jamais à la persuader du contraire, et inversement, l'opinion publique favorable à Israël dira que c'est... Ça n'a pas d'importance dans la perception, mais ça a une importance immense dans les rouages et les décisions, notamment de la région, non ? Je ne pense pas, parce que c'est parce que je pense que les États arabes de la région, en réalité, comme vous le savez, ils sont viscéralement hostiles au Hamas. Parce que les Hamas, c'est les frères musulmans. D'une certaine manière, ils fermeraient les yeux sur l'opération israélienne s'ils n'avaient pas une opinion publique. Et l'opinion publique arabe, elle est déjà chauffée à blanc, elle est dans les rues, elle est dans les rues d'Amman, elle est dans les rues du Caire, et elle oblige ces gouvernements arabes à beaucoup de précautions, voire à prendre parti contre Israël. Parce qu'ils n'ont même pas condamné, les atrocités du Hamas. Ça veut dire quand même que, vous le dites, l'opinion publique, elle est dans la rue. Et on voit d'ailleurs sur BFM TV les images de ces manifestations parfois très violentes qui ont eu lieu hier. Vous disiez contre Israël, mais parfois même contre la France, contre les ambassades de France, on va y revenir. Mais quand même, vous dites la vérité n'a pas grande importance parce que ça y est, de toute façon, en quelque sorte, la colère est déjà sortie dans les rues. Je voudrais quand même vous poser la question à vous, diplomate, ambassadeur. L'enquête va avoir lieu. Est-ce qu'on peut savoir la vérité ? Est-ce qu'on pourra savoir la vérité ? Est-ce qu'il y aura des preuves d'un côté ou de l'autre? Et est-ce que les accusations qui sont formulées par Israël, qui dément être à l'origine de cette explosion, qui accuse même le groupe djihad islamique d'une roquette perdue, est-ce que c'est crédible factuellement? Ça paraît, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu déjà des officines dire que le GPS donnait une certaine base à la réponse israélienne. Donc, nous avons besoin d'une enquête. Mais ça n'est pas illusoire ou ça n'est pas une folie de dire ça. C'est possible. Il est possible que ce soit à l'origine Israël, il est possible que ce soit à l'origine le djihad islamique. À l'heure où on se parle, les deux options... Je crois que l'on peut en douter, je crois que les deux options sont crédibles et nécessitent de nouveau une enquête équilibrée. Je reviens sur ces manifestations que vous évoquiez à l'instant. La colère, jour de colère à l'appel du Hezbollah qui est un allié du Hamas, ces colères qu'on a vues dans la rue, y compris parfois devant des ambassades de France. Pourquoi la France ? Vous savez, il y a eu aussi devant les ambassades des États-Unis, c'est l'Occident. L'Occident est accusé de faire double standard, c'est-à-dire de s'être indigné des atrocités commises par le Hamas et de ne pas réagir au bombardement israélien de Gaza. Mais c'est une antienne que j'ai beaucoup entendue quand j'étais ambassadeur aux Nations Unies. On nous accuse, et surtout sur la question palestinienne, d'être les parangons des droits de l'homme, mais finalement de n'être que chez nos ennemis. Et chez nos amis, on détournait les yeux. On me donnait souvent comme exemple, je l'ai dit, la cause palestinienne, mais un jour l'ambassadeur de Cuba m'a dit aussi, et l'Arabie Saoudite, etc., etc. Et c'est vrai que nous pratiquons un certain double standard tout en faisant des leçons de morale. Vous le dites maintenant que vous n'êtes plus ambassadeur, le disiez-vous ? Non, je le disais pas. Vous restiez plus diplomate. Exactement. J'avais fait un discours très, très violent sur les droits de l'homme à Cuba. Et en sortant, l'ambassadeur de Cuba, qui était un bon ami, très francophone, m'avait dit, Gérard, quand tu feras la même chose sur l'Arabie Saoudite, je viendrai t'écouter. Et évidemment, je ne l'aurais jamais fait. Gérard Haro, au moment où l'on se parle d'ailleurs, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, le patron de l'OMS, Charles Michel de l'Union européenne, l'Iran, ont tous dénoncé cette frappe, laissant entendre que de toute façon c'est Israël. Je ne suis pas sûr, il faudrait regarder les textes. Je ne suis pas sûr, par exemple, que Charles Michel ait mis en cause Israël. Les autres, par définition, ils mettront en cause Israël. Par définition.
Bah oui, parce que quels que soient les résultats d'enquête. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et donc l'Iran ne va pas dire « Ah, je ne suis pas sûr que ce soit Israël ». Et là comme je l'ai dit, les gouvernements arabes, sous la pression de leur opinion publique, ont définitivement basculé dans le camp anti-israélien. Avant d'essayer de comprendre avec vous quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé hier soir, et si la visite de Joe Biden peut encore changer quelque chose, lui qui va atterrir dans les heures qui viennent, un mot du djihad islamique. C'est qui le djihad islamique? Parce que, on l'a bien compris, Israël n'accuse pas le Hamas, en l'occurrence, de cette frappe contre l'hôpital, mais le djihad islamique, c'est qui? Alors, le djihad islamique, et qui est actif d'ailleurs à Gaza, mais aussi sur la frontière nord, on peut en revenir avec la frontière et le Liban. C'est un mouvement encore plus extrémiste que le Hamas, un mouvement terroriste palestinien qui a déjà commis de nombreux attentats contre Israël, souvent à partir de la Cisjordanie. Et on le voit, et donc c'est un mouvement encore plus extrémiste que le Hamas. Et par exemple, à la frontière nord au Liban, la plupart vous savez, il y a eu des tirs sur Israël, et tout le monde est persuadé que c'est le djihad islamique qui est responsable et pas le Hezbollah, parce que le djihad islamique veut entraîner le Hezbollah dans la guerre, et le Hezbollah, pour des raisons historique, parce qu'il sait ce que veut dire la guerre, parce qu'il l'a conduite en 2006 contre Israël. Pour le moment, le Hezbollah, visiblement, essaye d'éviter d'entrer dans la bataille. Dans ce contexte, Joe Biden arrive. Est-ce qu'il peut encore parler? Est-ce qu'il est encore audible? Oui, c'est le président des États-Unis. Et de nouveau, les chefs d'État arabes sont de son côté. Ce sont des chefs d'État conservateurs, autoritaires, dont l'intérêt est de mettre le plus rapidement possible fin à cette guerre. C'est aussi l'intérêt des États-Unis. Et donc, je dirais que l'objectif principal de Biden va être de convaincre les Israéliens de mettre le plus rapidement possible fin à cette guerre. Ça, c'est son premier objectif. Deuxième objectif... Avant même qu'elle n'ait... Alors, elle a commencé, mais il n'y a pas eu encore d'offensive terrestre. Et il n'y en aura pas avant l'arrivée de Biden. Et il n'y en aura pas pendant la présence de Biden. Parle, là, on sait que les soldats israéliens sont aux portes de Gaza. Ce que vous nous dites, c'est qu'en tout cas, dans les heures qui viennent, c'est-à-dire au minimum jusqu'à l'arrivée, voire même peut-être jusqu'à la fin de la visite de Joe Biden, ils ne pénétreront pas dans la bande de Gaza. Il est très, je dirais, improbable qu'il le fasse. Et le message de Joe Biden, ça va être de dire, mais quel est l'objectif d'entrer dans Gaza? Et c'est vrai, on ne voit pas l'objectif. Éradiquer Hamas, on n'éradique pas Hamas, un mouvement tel qu'Hamas. On tue ses chefs, mais ça veut dire que dans 6 mois, il y aura des jeunes encore plus radicaux qui succéderont à ces chefs. On détruit quelques ateliers, mais les ateliers se reconstituent. Et donc, on ne voit pas l'objectif stratégique. Mais on fait quoi, c'est on peut essayer de dire à Israël, vous avez déjà prouvé votre supériorité militaire écrasante, vous avez quand même écrasé une bonne partie de Gaza sous les bombes, et essayer d'entamer une négociation sur les otages. Mais on négocie après 1500 morts, 2000 morts. Mais c'est une question tout à fait légitime. Vous avez d'un côté la colère profonde du peuple israélien, parce que c'est pas seulement 1500 morts, c'est les conditions dans lesquelles ils ont été torturés, ils ont été torturés, ils ont été violés, ça a été absolument atroce. Et en plus, le Hamas fait circuler ces images sur les réseaux sociaux, donc pour entretenir, si j'ose dire, la colère des Israéliens. Donc la tâche de Joe Biden va être très difficile. Sa seconde tâche, c'est persuader les Iraniens, nous sommes aux côtés d'Israël, on vous avertit, si vous attaquez, on sera avec les... Parce qu'on a l'impression que ça, c'est le deuxième rideau, c'est-à-dire qu'il y a, comme dans un théâtre, au fond, un théâtre d'opération, un champ de bataille, il y a ceux qui s'affrontent directement, Gaza, Israël, et puis en second rideau, en quelque sorte, il y a les États-Unis et l'Iran. Oui, exactement. Le Hezbollah étant un instrument de l'Iran. Donc il y a, c'est pour ça 2 groupes aéronavals américains en Méditerranée orientale. C'est pas contre les 2000, vous faites référence aux 2000 soldats américains qui ont été placés aussi en état d'alerte, qui sont prêts pour un éventuel déploiement dans la région. C'est ce que le Pentagone a annoncé. Exactement. Donc, et 2 groupes aéronavals, c'est gigantesque, il faut bien dire. C'est évidemment pas contre le Hamas. C'est un avertissement très net envoyé à l'Iran. Ça, c'est la troisième, je l'ai dit, c'est d'essayer de rassurer les gouvernements arabes qui sont bousculés par leur opinion publique en leur disant, je vous assure, on va tout faire pour essayer de mettre un terme à tout cela. Avant de parler de ces gouvernements arabes, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur l'Iran. Est-ce qu'il faut entendre qu'au fond, l'Iran pourrait être tenté de faire une guerre, non pas seulement par procuration, mais à un moment de basculer elle-même ou d'entraîner les États-Unis dans une guerre?
Alors je pense que le régime iranien ne veut pas y aller parce qu'il est affaibli par sa contestation interne et il sait que s'il y va, les Israéliens appuyés par les Américains frapperont et frapperont pas seulement le Hezbollah, frapperont aussi l'Iran très fort et donc l'Iran est mettant en évidence la faiblesse militaire de l'Iran. Donc l'Iran n'a pas intérêt à y aller, mais en même temps il y a des débats en son sein. On a vu des déclarations iraniennes tout à fait contradictoires. On a vu le ministre des Affaires étrangères dire oui, on est prêt à y aller. On a vu le représentant permanent aux Nations Unies disant mais le Hamas peut se battre tout seul. À l'évidence, il y a un débat au sein du régime iranien qui n'est pas monolithique. Oui, il y a une tentation de l'Iran, surtout que l'Iran a un instrument en or. C'est le Hezbollah qui possède sans doute plusieurs dizaines de milliers de roquettes. Plusieurs dizaines, certains vont jusqu'à 150 000 roquettes. Avec ces roquettes, c'est vraiment tout le nord d'Israël qui serait obligé de vivre dans les abris. Et potentiellement l'arme atomique ? Non, l'arme atomique, ni les Iraniens ne l'ont pas. Non, il n'y a aucun risque de ce point de vue-là. Il n'y a aucun risque nucléaire. Aucun risque de cela. Ouvrons le troisième rideau, parce qu'en troisième rideau, il y a la France, notamment, qui se retrouve, on le disait hier, ciblée par la colère, notamment des Iraniens, qui ont poursuivi leur manifestation jusque devant les portes de l'ambassade de France. Est-ce que ça veut dire, là ou en Jordanie, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, à un moment, peut être ciblée soit là-bas, soit sur son sol, ici en France? L'Iran avait aussi parlé de la Suède, avait parlé de la France. On a vu ce qui s'est passé à Bruxelles. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je pense qu'il faut s'inquiéter. Le gouvernement, d'ailleurs, s'inquiète pour la France elle-même. De nouveau, nous avons la première communauté musulmane en Europe, la première communauté juive en Europe, et c'est évidemment très inquiétant. Et c'est pas pour rien que nous sommes sous alerte attentat maximale. Vraiment, oui. Et donc nous avons, nous aussi, les Européens, un intérêt à ce qu'on mette un terme le plus rapidement possible à cette horreur. Pour l'heure, d'ailleurs, les différents attentats qui ont eu lieu, la piste d'un loup solitaire, comme on dit, c'est-à-dire d'un individu qui serait passé à l'acte seul, en se revendiquant certes des organisations terroristes, mais qui serait passé à l'acte seul, est plutôt privilégié. Est-ce qu'on peut quand même imaginer qu'en Iran ou ailleurs, certains fomentent depuis là-bas des projets d'attentats? Moi, il me semble que le loup solitaire, c'est de loin le plus dangereux. Et alors, vous imaginez avec ces images de l'hôpital de Gaza, si vous avez des individus radicalisés, évidemment, ça leur donne toutes les raisons de passer à l'action. Dans leurs yeux, vous voyez, dans leurs yeux, dans leur fanatisme, ils vont pas essayer de savoir qui est coupable. Pour eux, c'est évident que c'est Israël, les Juifs, le coupable. Gérard Haraud, vous parliez à l'instant de la question de la position des pays arabes. Il devait y avoir une sorte de sommet. Joe Biden aujourd'hui s'apprête à rencontrer Benjamin Netanyahou. Ça, pour le coup, c'est maintenu. Mais il devait ensuite aller en Jordanie et rencontrer un certain nombre de dirigeants arabes. Ce sommet est annulé après les images de l'hôpital détruit hier. Il y aura quand même quelques échanges téléphoniques, mais cette partie-là, c'est fichu. C'est intéressant de noter que c'est le roi de Jordanie qui l'a annulé, parce que le petit roi de Jordanie est le plus fragile. Il est dans un État où la majorité de la population est palestinienne. C'est un État qui a de véritables difficultés économiques, difficultés à survivre. Donc, il n'est pas surprenant que le roi ait réagi ainsi. Il devait réagir. Il ne pouvait avoir sur son territoire le président américain, alors qu'il y a des centaines de milliers de manifestants dans les rues. Est-ce que pour autant, au-delà de la question presque symbolique de l'annulation du sommet à proprement parler, parce qu'ils vont quand même se parler, mais ils vont se parler par téléphone, est-ce que malgré tout, des échanges constructifs, d'apaisement, je dirais, avec ces pays-là, ces pays arabes qui ne sont pas totalement anti-Israël ou qui ne sont pas totalement anti-États-Unis, est-ce que ces liens peuvent perdurer? Oui, c'est pas qu'ils sont anti-États-Unis, c'est qu'ils sont pro-États-Unis. Ces régimes sont pro-américains et soumis, comme je l'ai dit, à la pression de leur opinion publique. Par exemple, le Maroc n'est pas pro-américain, le Maroc n'est pas pro-Israël. Si vous pouvez dire ça comme ça. Oui, le Maroc coopère avec les États-Unis depuis l'indépendance, a une relation très intense avec les États-Unis. Le Maroc est un pays qui est proche des Occidentaux. Donc, pour tous ces pays, la situation est extrêmement embarrassante. Et donc, ils vont faire pression sur leur message est simple, ça va être, mais arrêtez ça le plus vite possible.
Et donc, Biden va essayer un petit peu de les calmer après en avoir parlé à Netanyahou. Au fond, le calcul américain, évidemment, ils ont toutes les difficultés du monde, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont d'abord affirmé un soutien inconditionnel à Israël, et là, c'est d'une pierre deux coups. D'un côté, dissuasion de l'Iran, mais de l'autre côté, c'est une manière aussi d'acquérir un crédit auprès des autorités israéliennes devant l'opinion publique israélienne. Visiblement, Biden arrive, je suis un très bon ami d'Israël, donc vous devez m'écouter. Il a déjà obtenu que l'on rouvre le robinet d'eau israélien pour la bande de Gaza. Il a demandé aux Israéliens de ne pas assoiffer les habitants de la bande de Gaza et l'eau revient à Gaza. Et donc, il va essayer d'en faire de même sur l'opération terrestre, au mieux de l'annuler, mais ça paraît impossible parce que, étant donné l'horreur des attentats du Hamas, c'est à peu près impossible, mais en tout cas, peut-être en réduire la durée et l'ampleur sur le territoire. Mahmoud Abbas devait rencontrer Joe Biden, le président de l'autorité palestinienne. Quel rôle? On ne l'entend pas. Mais il ne compte plus. L'autorité palestinienne ne compte plus. Il a 88 ans, il est totalement discrédité. L'autorité palestinienne est considérée comme corrompue, inefficace par sa propre population. Vous savez, il y a beaucoup d'observateurs qui disent s'il y avait des élections en Cisjordanie, c'est le Hamas qui gagnerait en Cisjordanie. Non pas parce que la Cisjordanie est islamiste, ce qu'elle n'est pas, mais parce qu'elle n'en peut plus de cette autorité palestinienne. Donc personne ne fait référence, hélas, il faut bien dire, à l'autorité palestinienne. C'est d'ailleurs un des problèmes d'Israël, pour savoir si on le force à négocier. On ne peut pas forcer Israël à négocier, mais s'il négocie avec qui? Une autorité palestinienne totalement discréditée qui ne représente plus personne, ou le Hamas avec qui, évidemment, aujourd'hui, il ne peut plus négocier. Gérard Araud, je voudrais aussi qu'on parle de la France, des otages du Qatar. 21 Français tués, 11 portés disparus et vraisemblablement kidnappés par le Hamas. Est-ce que la France doit négocier? Je pense que la France peut et que la France doit négocier parce que c'est la vie de nos citoyens et c'est un grand nombre de nos citoyens. Je suis à peu près convaincu que de façon, nos services de renseignement font de leur mieux pour entrer, d'abord pour essayer de savoir où sont nos malheureux ressortissants. Deuxièmement, entrer en contact, soit avec le Hamas, parce que ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, les services de renseignement de tous les pays, y compris Israël, avaient des relations avec le Hamas, soit par l'intermédiaire des services de renseignement égyptiens. Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit hier qu'il y a des discussions intenses qui avancent, c'est des discussions avec qui? Je n'en sais rien, comme vous pouvez l'imaginer. Mais de nouveau, moi, je verrai deux réponses possibles. La première réponse, c'est les services de renseignement turcs, les services de renseignement égyptiens, dont on sait qu'ils ont des relations étroites avec le Hamas, ou alors peut-être avons-nous nous-mêmes un canal pour parler avec le Hamas, que j'espère que nos services de renseignement ont leur propre canal. Quel rôle pour le Qatar qui est quand même très présent en France et qui, Alain Boer disait la semaine dernière, il fait les fins de mois du Hamas, qui a un rôle y compris de financement du Hamas. Est-ce qu'on peut continuer à parler avec le Qatar? Est-ce que, de manière indirecte, nous n'avons pas nous-mêmes, la France, en ayant laissé le Qatar avoir une telle place en France, créer une forme de lien avec le Hamas? Non, de toute façon, je pense qu'il faut utiliser... Et vous savez, quand on est face à de telles situations, les scrupules tombent. Il faut parler avec qui peut être utile. Et donc, il faut parler à tout le monde. Et vous parlez à 20 personnes, et peut-être que sur ces 20 personnes, il y en a une qui aura une certaine efficacité. Et il faut donc parler, évidemment, avec le Qatar. Et je suis un peu... qui fait pas seulement les fins de mois du Hamas, qui finance le Hamas, et qui finance le Hamas avec l'accord d'Israël, ne l'oubliez pas. Donc, il faut également, évidemment, parler au Qatar. En plus, la direction du Hamas vit en grande partie au Qatar. L'armée israélienne, au moment où l'on se parle, Gérard Araud, exprime avec force qu'aucune frappe directe israélienne n'aurait eu lieu mardi sur l'hôpital. Encore une fois, si je vous écoute, on se dit, là, il prêche dans le désert. Je pense qu'ils prêchent Non, ils prêchent pour leur camp. Ils prêchent pour le... Vous savez, chacun a déjà choisi son camp. L'un considère que le Hamas, c'est le diable, et l'autre considère qu'Israël, c'est le diable. Et donc, chacun, vous savez, c'est ça la manière dont fonctionnent les sphères cognitives des individus. Chaque individu ne retient que ce qui confirme sa conviction. Donc, voilà, les pro-Hamas diront c'est la faute d'Israël. Est-ce qu'on peut encore éviter
qu'il n'y ait un embrasement beaucoup plus large. Je reviens sur les mots de l'ayatollah Khomeini qui met en garde Israël et qui prévient, je le cite, que si ces crimes continuent, les musulmans finiront par s'impatienter et personne ne pourra les arrêter. Les musulmans au sens le plus large, c'est-à-dire quasiment au sens mondial. Oui, mais en même temps, ils ne représentent pas les musulmans, n'est-ce pas? Et puis les musulmans du Pakistan et les musulmans d'Indonésie sont largement indifférents à cette affaire, qui est quand même une affaire qui est très centrée sur le monde, Ça reste pour arabe. vous, malgré tout, Plutôt une monde arabe. Alors, dans le reste du monde, tout le monde y voit la confirmation du double standard occidental, mais ils vont pas se révolter, descendre dans la rue. Non, c'est le problème du monde arabe. Mais ce sont les États qui décideront. Hein. Ce sont des États. Je pense que les États-Unis sont encore en position d'éviter le pire. Et c'est pour ça que Joe Biden est dans la région. Joe Biden qui atterrit dans les heures qui viennent. L'horaire évidemment exact n'a pas été donné pour des raisons de sécurité. Ça peut être à partir de 9h. Gérard Haro, merci d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, donc au matin de cette journée décisive. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.